Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule pro bono qui explique comment fonctionne le régime public d'assurance maladie au Québec. La majorité des soins médicaux sont couverts par la Régie de l'assurance maladie. Elle est responsable de la saine gestion du régime d'assurance maladie et du régime public d'assurance médicaments du Québec. Elle a pour mission la gestion de l'admissibilité des personnes au régime et simplifie l'accès aux soins de santé. Le fonctionnement du régime public d'assurance maladie est principalement encadré par la loi sur l'assurance maladie. Pour bénéficier du régime public, il faut être considéré comme un résident du Québec selon les termes de cette loi. Selon l'article 5 de la loi sur l'assurance maladie, cela signifie être domicilié au Québec et appartenir à l'une des catégories suivantes: citoyen canadien, résident permanent, un Indien inscrit à ce titre au terme de la loi sur les Indiens ou encore une personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève a été accordé au Canada, par l'autorité compétente. La loi reconnaît également à l'article 5.0.1 une deuxième catégorie, les personnes qui séjournent au Québec, toute personne sans nécessairement y être domiciliée, selon les conditions prévues par le règlement. Cela englobe principalement les travailleurs étrangers avec un permis de plus de 6 mois, les boursiers d'études, les travailleurs agricoles saisonniers et les titulaires de charges liturgiques. Sont également inclus les citoyens canadiens établis à l'étranger qui viennent travailler au Québec pour plus de 6 mois, ainsi que leurs conjoints et personnes à charge. Les mineurs étrangers avec une autorisation de séjour de plus de 6 mois sont visés, de même que les enfants nés au Québec, dont l'un des parents détient une telle autorisation. La notion de séjour repose donc sur une présence prolongée liée au travail, aux études ou à l'accompagnement familial. Lors d'un départ du Québec, la loi sur l'assurance maladie prévoit plusieurs scénarios. Selon l'article 5.1, une personne qui s'absente temporairement du Québec conserve son statut de résidente pour la période prévue par le règlement, à moins qu'elle ne séjourne hors du Québec 183 jours ou plus dans une année civile, en excluant tout séjour d'une durée de 21 jours consécutifs ou moins. En cas de déménagement dans une autre province ayant un régime équivalent, l'article 6 prévoit que la personne continue d'être considérée comme résidente du Québec pour une période d'au moins 183 jours au cours de la même année civile. Néanmoins, selon l'article 7, quitter le Québec pour s'établir dans un autre pays équivaut à la perte du statut de résident dès le départ. L'article 8 de la loi sur l'assurance maladie précise qu'une personne arrivant au Québec en provenance d'une autre province ne devient résidente du Québec qu'à l'instant où elle cesse de bénéficier du régime de cette province. Selon l'article 9, toute personne qui réside ou séjourne au Québec doit s'inscrire à la Régie de l'assurance maladie pour obtenir sa carte d'assurance. Elle sera la porte d'entrée vers tous les services de santé couverts. Une fois inscrit à la Régie de l'assurance maladie du Québec, une carte d'assurance maladie est délivrée. L'article 9 affirme que cette carte est valide pour une durée d'1 an. Elle demeure en tout en la propriété de la Régie de l'assurance maladie. Dès qu'une personne cesse d'être résidente ou séjournant du Québec, elle a l'obligation de retourner la carte à la Régie et de cesser de la présenter pour obtenir des services. L'article 9.0.1 affirme que la carte ne peut être exigée qu'à une seule fin, la prestation de services ou la fourniture de biens ou de ressources en matière de santé ou de services sociaux dont le coût est assumé par le gouvernement, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en vertu d'une loi dont l'application relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Une fois inscrit, le régime public d'assurance maladie couvre les services médicaux jugés nécessaires par un médecin. Ces services incorporent les consultations, les examens, les diagnostics, les chirurgies, les traitements psychiatriques et certains services de radiologie. Ils sont couverts, peu importe l'endroit où ils sont fournis: clinique privée, centre hospitalier, centre local de service, centre d'hébergement et de soins de longue durée, centre de réadaptation, à domicile, etc. Aucun frais ne peut être exigé pour ces services, y compris les frais accessoires. Néanmoins, les services esthétiques ne sont pas couverts, sauf est-ce sont requis par un médecin. Le régime couvre certains services optométriques et dentaires selon l'âge et la situation de la personne. Pour l'optométrie, les mineurs, les personnes de 65 ans ou plus, celles atteintes d'une déficience visuelle et certains prestataires d'aide financière ont droit à des examens de la vue gratuits. Pour les soins dentaires, les enfants de moins de 10 ans ont gratuitement de nombreux services en clinique dentaire ou en milieu hospitalier. Cela inclut les examens, les extractions, les obturations et les radiographies, les services de chirurgie buccale ouverts, etc. Les personnes bénéficiant d'un programme d'aide financière avec carnet de réclamation, carnet délivré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ont également accès à plusieurs services de dentistes et de denturologistes participant au régime public. Les services pharmaceutiques sont couverts par le régime général d'assurance médicaments. Les personnes qui n'ont pas accès à une assurance privée doivent s'inscrire à ce régime. Certains services ne sont pas couverts par le régime d'assurance maladie. Il s'agit notamment de certaines imageries, l'acupuncture, de la chirurgie au laser pour corriger la vision, de la psychanalyse en clinique privée, et de tout examen médical effectué non pas pour prévenir ou guérir une maladie, mais pour obtenir un emploi, une assurance ou une admission dans un établissement. Certains services sont aussi non couverts uniquement en clinique privée, alors qu'ils le seraient en milieu hospitalier, comme la tomodensitométrie et les services de physiothérapeutes, psychologues ou chiropraticiens.
Enfin, les services offerts par des professionnels qui exercent en dehors du cadre du régime public ne sont pas couverts, et des frais peuvent être exigés. Ce n'est pas tous les médecins qui participent au régime d'assurance maladie de la Régie de l'assurance maladie. Ceux qui sont participants facturent directement à celle-ci. Le patient ne débourse rien. En ce qui concerne les médecins non participants, le patient doit s'acquitter de tous les soins qu'il recevra. Il existe aussi des médecins désengagés du régime d'assurance maladie. Avec eux, il faut transmettre à la Régie de l'assurance maladie un formulaire des frais d'honoraires reçus durant la visite afin de recevoir directement de celle-ci la somme à payer à ce genre de médecin. De plus, depuis le 26 janvier 2017, il est interdit pour les médecins de facturer des frais accessoires, c'est-à-dire des frais liés à des services déjà couverts par la Régie de l'assurance maladie. Concrètement, un médecin ne peut pas facturer l'ouverture d'un dossier, l'injection de cortisone ou d'analgésique, le changement d'un pansement, la radiographie, l'examen médical, le test d'urine ou de glycémie, le remplacement d'une ordonnance perdue, la tenue de dossier ou la rédaction d'un rapport médical ou la copie ou le transfert d'un dossier médical à un autre médecin participant. Néanmoins, un montant de 15 $ peut être facturé pour un transport de prélèvement sanguin ou un montant de 5 $ pour tout autre type de prélèvement. Nous arrivons alors à la fin de cette capsule. Merci de l'avoir regardée. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager pour que plus de personnes puissent mieux comprendre leurs droits. À la prochaine pour une nouvelle capsule pro bono.